Alors, Florence, je n'ai pas de page Google My Business, est-ce pénalisant? Mon site n'a que 3 mois. Bah, vous cumulez un petit peu les difficultés. Donc, il faut vraiment être conscient qu'un site qui est récent, hein, donc moins de 3 mois, c'est récent. Moins de 3 mois, c'est récent. Ça veut dire que pendant les 9 prochains mois, vous allez encore être soumis à la sandbox de Google. Donc, vous allez devoir attendre un peu, même si vous faites du contenu, pour vraiment en voir les résultats. La page Google My Business, en particulier si vous avez une activité locale, elle est aujourd'hui indispensable. Donc, c'est très important de créer un Google My Business pour mettre en avant votre activité sur votre secteur et générer des avis et que les gens trouvent votre adresse. Enfin, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui fonctionne très très bien en matière de référencement local. Donc, il faut absolument le créer, oui. Alors, hop, comment connaître les questions de la fac SEO de notre domaine? Alors, il y a plusieurs outils. Vous avez Answer the Public. Et vous avez Also Asked, qui sont les deux outils, on va dire, principaux qui permettent vraiment d'aller chercher des gros volumes de questions. Donc, vous allez avoir un petit peu de tout dans ces outils-là. Il faudra trier, affiner et garder uniquement les questions qui vous correspondent parfaitement. Mais on peut vraiment, alors en fonction des thématiques, c'est aussi un petit peu variable. Certaines thématiques ont beaucoup plus de questions que d'autres. Mais sur certaines thématiques, on a vraiment quasiment des sujets en illimité. Donc, c'est vraiment une source à aller rechercher ces questions pour la fac SEO. Une FAQ est-elle obligatoirement courte? Oui. Oui. Alors, on a un petit changement du moteur dernièrement qui veut aller chercher des extraits à l'intérieur de grandes pages pour donner les réponses à à ces questions justement qui sont posées dans la recherche vocale. La réalité concrète du terrain aujourd'hui, c'est que si on crée une réponse précise à la question sur une page qui va faire entre 250 et 400 mots, on a 9 chances sur 10 d'aller capter la position 0. Donc moi, je ne laisse pas vraiment le loisir à Google d'aller chercher la réponse qu'il veut au milieu de grandes pages. Je vais plutôt l'aiguiller, moi, exactement sur la réponse que j'ai envie de lui donner pour que ce soit la page qui m'intéresse qui remonte sur cette question de fac. Y a-t-il un nombre de mots minimum à mettre dans un article? Alors, il n'y a ni minimum ni maximum. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'être exhaustif. Voilà, c'est vraiment ça. Pour calibrer la longueur d'un article, le secret, seul et unique, c'est l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le tour du sujet, il est inutile de rajouter du contenu pour broder, parce que ça, le moteur a horreur de ça. Il aime les contenus concis et précis et très documentés et presque synthétiques. Donc, on ne dilue pas son contenu pour faire des grandes pages. Et à l'inverse, il faut aussi être capable de traiter vraiment le sujet dans son ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Quand j'aborde un sujet dans un article, je fais tout pour être exhaustif vis-à-vis du sujet que j'ai envie de traiter. Après, vous pouvez tout à fait aller voir ce qu'ont fait les concurrents. Vous ouvrez le top 10 sur la requête que vous visez et vous allez voir si vous êtes plutôt sur des contenus longs ou des contenus courts. Ça va quand même aider à aiguiller. Mais vraiment, il n'y a pas de longueur ni minimale ni maximale par rapport au référencement qu'aura l'article. Attention cependant, on a eu un petit peu un effet ces dernières années de contenu toujours plus long, justement, pour essayer de capter les premières positions dans Google. On est aujourd'hui dans une démarche qui est un petit peu en train de revenir en arrière là-dessus, notamment à cause de la lecture sur mobile. Puisque lire 2000 mots sur mobile, c'est juste l'enfer. Personne ne va au bout. Donc, il faut aussi, si on écrit des articles très longs, il faut que ça se justifie. Il faut vraiment qu'il y ait de l'intérêt de la première ligne à la dernière ligne de l'article. C'est quoi la différence entre lead et trafic? Alors, le trafic, c'est vraiment le nombre de personnes qui va venir sur le site internet. Le lead, c'est la personne intéressée. C'est celle qui va
qui est le potentiel futur client. Donc, il y a forcément une différence entre les deux. Et quand on crée une stratégie de contenu, on va toujours faire attention à amener du trafic, mais du trafic qualifié et capable de générer des leads. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on crée des contenus. C'est répondre aux internautes, mais surtout à ceux qui sont dans cette phase avant l'achat et qui ont besoin d'informations. Si on va répondre, par exemple, aux questions de service après-vente sur sa thématique, ben, on va générer plein de trafic, mais on ne générera jamais de lead, puisque le client a déjà acheté. Donc, il n'a plus besoin il n'est pas dans cette phase avant l'achat. Donc, on va plutôt cibler le trafic avant achat quand on fait une stratégie de contenu. Des outils incontournables à recommander. Je crois que la recherche de mots-clés, c'est la première chose à laquelle il faut s'intéresser. Et pour ça, Rank-Explorer, c'est vraiment pour moi l'outil le plus accessible quand on est néophyte. Donc, vous allez pouvoir très facilement récupérer des listes complètes de mots-clés de votre site Internet, vous situer avec les positions, les volumes de recherche mensuels. La compétition aussi, vous allez avoir un aperçu de la concurrence sur vos mots-clés, donc ça c'est intéressant. Et puis vous pouvez aussi dans cet outil-là rentrer les sites de vos quelques concurrents et voir aussi peut-être les mots-clés sur lesquels eux se sont positionnés, sur lesquels vous n'êtes pas encore, donc ça peut faire de potentiel contenu à créer. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble, on va dire, de son site internet et de son évolution aussi, puisque c'est un outil qui a plein de courbes qui permettent de suivre l'évolution du trafic. Alors, c'est pas le trafic réel, hein, c'est un trafic simulé sur la base des positions qui sont relevées par l'outil, mais c'est assez précis. Et Rank-Explorer a aussi l'avantage d'être très peu cher par rapport à d'autres outils de mots-clés. C'est pour ça que j'ai tendance à le recommander quand on démarre. Enfin, moi, je l'utilise quotidiennement, professionnellement. J'en ai d'autres qui me permettent de compléter un petit peu mon travail et d'être un peu plus fine. Mais celui-là fait vraiment l'affaire pour déjà faire cette première découverte de vos mots-clés et des mots-clés de vos concurrents. Est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie SEO sans faire tout de suite appel à un expert? Oui, mais comme toute chose, voilà, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'avant de créer cette stratégie, il va falloir beaucoup se renseigner, beaucoup se former, lire, se documenter. Il va falloir aussi beaucoup d'outils parce que bon là. Quand on démarre, voilà, on est sur ces mots-clés, mais ensuite, il faut très vite aller sur d'autres outils. Donc, sans être guidé, c'est toujours, ça va être plus de temps, plus d'énergie à dépenser. Mais dans l'absolu, si on a le temps, c'est comme pour tout, hein, il est possible de l'apprendre. Donc voilà. Après, le SEO, c'est vraiment de l'expérimentation. Donc, même si vous n'avez pas forcément envie de faire appel à un expert tout de suite pour créer la strat, expérimentez des choses tout de suite. Voilà, mettez en pratique tout ce que vous allez lire sur le sujet. Faites des articles de blog, vous allez voir ce qui marche pas. Voilà. Mais faire appel à un expert, c'est un petit peu comme dans tout dans la vie. Enfin, je veux dire, sur la comptabilité, on peut faire sa compte à soi-même. Hein. À partir d'un certain stade, quand on a de gros objectifs ou quand on veut aller plus vite et gagner du temps et se concentrer aussi sur d'autres aspects de son business, ça peut permettre de gagner beaucoup de temps de passer par quelqu'un qui sait. Faut-il une page dédiée uniquement à la fac? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Oui, vraiment, c'est le concept, c'est ça. Alors moi, c'est un concept que j'applique depuis toujours dans le SEO. C'est une page, un mot-clé. Et donc, avec la fac, moi, j'applique vraiment le même concept. Une question, une page. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très bien comme ça. Donc, les mots-clés pertinents de son activité, comme je le disais, hein, Rank-Explorer, c'est très bien. Vous allez voir, je crois que le premier forfait est à 19 € par mois. Et déjà là, vous rentrez votre site, vous voyez où vous en êtes, vous rentrez vos mots-clés et vous allez voir un petit peu où en sont vos concurrents également. Donc c'est vraiment l'outil idéal pour débuter. 3000 mots, c'est beaucoup. Donc
Donc 3000 mots, est-ce que 3000 mots c'est beaucoup? Ben oui, Karine, je vais dire que 3000 mots c'est vraiment beaucoup. Ça fait des textes qui sont très très longs, donc il faut en être vraiment conscient. Si on a un lectorat qui est, on va dire, majoritaire sur desktop, ça peut passer, à condition, là pour le coup, de maîtriser vraiment la rédaction, de faire du copywriting, d'avoir quelque chose qui se lise de façon très simple, didactique et qu'on puisse naviguer à l'intérieur de l'article. Hein. Dans 300 mots, il faut de l'UX aussi. Si on est sur une cible qui est sur mobile, eh ben, il faut absolument oublier 3000 mots, quoi. C'est 3000 mots, c'est impossible à lire avec un mobile à la main. Donc dans ces cas-là, il faut redécouper le contenu en plus petits éléments et les assembler d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Si vous regardez les sites de décoration, par exemple, tous les médias déco, les Marie-Claire et compagnie, si vous regardez leurs articles, il y a très peu d'articles de 3000 mots. Et il y a une raison à ça, c'est qu'ils savent très bien que 3000 mots, c'est pas lu. Donc ça doit vraiment se justifier pour qu'on aille jusque-là. Jusqu'à 700-800 mots sur mobile, ça reste lisible si c'est bien écrit, si c'est très découpé, si c'est rythmé. Mais 3000 mots, c'est vraiment très très long. Quoi. Donc Lucie, le choix de l'hébergement peut-il avoir un impact pour optimiser son SEO? Alors là, on peut parler rapidement de la partie technique. C'est vrai qu'un contenu, il va être mis en valeur uniquement à partir du moment où le socle technique du site est à peu près clean. Donc, ça veut dire un site rapide, un hébergement correct. Après, plus le site est gros et plus la technique importe, puisque globalement, quand on est sur un site vitrine qui fait 15-20 pages, on va pas avoir quelque chose d'une lourdeur énorme. Donc, c'est pas là, on va dire, où vraiment l'efficacité ou la performance va impacter directement le SEO. Quand on est sur un gros e-commerce avec 1500 produits, là oui, il faut être très 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 vigilant sur la performance pour éviter justement que ça impacte le SEO. Mais ça va impacter d'autres choses. C'est-à-dire que si on a une page qui met trop de temps à s'ouvrir, par exemple, donc un mauvais hébergeur, ça peut avoir cet effet-là. On va aussi avoir un taux de rebond élevé. On va avoir ce qu'on appelle du pogo sticking sur mobile. C'est-à-dire que la personne va aller dans Google faire sa recherche, elle va cliquer sur votre page. Mais comme la page va mettre du temps à s'ouvrir sur mobile, elle va revenir en arrière au moteur. Et ça, c'est un indicateur que dont le moteur se sert et qui est néfaste. Donc oui, c'est toujours mieux de travailler dans un contexte technique qui soit favorable, à savoir un site qui aille rapidement, dont les pages s'ouvrent rapidement, dont les textes sont lisibles sur mobile, c'est pas écrit trop petit, c'est pas trop en gris. Enfin voilà, il y a l'hébergement, mais il y a tout un tas de critères techniques qui font un bon site. Encore une fois, c'est rarement pénalisant si le site n'est pas trop gros. Dès que le site grossit, les critères techniques sont vraiment très 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 importants à prendre en compte. Si on veut améliorer le SEO d'une page existante, est-ce que corriger des mots expressions sera tout aussi efficace que de créer une nouvelle page? Est-ce que la vidéo vaut au texte en termes d'efficacité pour être remontée dans les moteurs de recherche? Alors, optimiser une page existante, ça veut dire vraiment repartir de son contenu initial si le contenu a de la valeur. C'est-à-dire qu'on va considérer que si la page est déjà classée sur le mot-clé principal, sur une position, sur une page 2 ou une page 3 de Google, là, ça vaut le coup de reprendre ce contenu et de l'optimiser. Si cette page, elle est tout simplement pas indexée ou pas positionnée ou pas dans le top 100 de Google, là, on repart de zéro, on enlève le contenu et on recrée éventuellement un contenu tout neuf. Donc, c'est vraiment à adapter au cas par cas. Mais si on veut améliorer une page existante, oui, il vaut mieux corriger sa page que d'en créer une nouvelle, parce que le risque de créer une nouvelle page, ça va être aussi de venir cannibaliser la première ou la seconde, c'est-à-dire que on va vraiment avoir ce phénomène où on va avoir deux pages qui répondent à la même requête, et du coup qui peuvent venir se percuter et se gêner. Donc mieux vaut optimiser une page existante que de créer une nouvelle page si le sujet est strictement identique, bien évidemment. Les réponses à la fac peuvent-elles être des billets de blog? Bah non. Non. Je sais qu'il y a vraiment ce phénomène de mode d'utiliser des questions comme des sujets à des billets de blog, sauf que c'est pas ce que recherche le moteur.
Et c'est pas ce que recherche l'internaute. Quand l'internaute pose une question dans le moteur, c'est qu'il recherche une réponse qui est comment dire, qui est simple à absorber. Il n'a pas envie de lire 1000 mots. Il veut vraiment avoir la réponse très vite à sa question. Donc, on doit lui fournir une réponse rapide. Donc, utiliser ça pour du blog. Pour moi, le blog sert vraiment d'autres objectifs que de répondre aux questions brutes de la recherche vocale, en tout cas. Et je vais terminer avec la dernière question. Que penser des ads ? Alors, je pense qu'on parle des ads dans Google. Donc là aussi, on est sur des éléments qui sont assez connus. Vous allez les trouver un petit peu partout, ces statistiques. Donc on sait aujourd'hui que les internautes préfèrent cliquer les réponses qui sont données de façon naturelle par le moteur de recherche que les annonces, donc que les ads. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que être présent dans le top 3 de Google sur une de ces requêtes cibles, ça a beaucoup plus d'impact et ça va drainer beaucoup plus de trafic que d'être présent via les annonces sur cette même requête. Les annonces, la première annonce, elle génère un trafic qui est de 19% sur la requête cible, si et seulement si il s'agit d'une marque. C'est-à-dire que si vous vous positionnez sur une requête via Google Ads et que vous n'êtes pas une marque connue de votre secteur d'activité, d'accord, vous avez juste votre activité dans ce secteur-là, mais vous n'êtes pas une marque à proprement parler et connue en tant que telle et reconnue, là, le chiffre, il va s'effondrer drastiquement et on va tomber, je crois, aux alentours des 4%. Donc, on est vraiment sur des taux de clics qui sont extrêmement faibles pour la bonne et simple raison que l'internaute n'est pas dupe. Il sait que quand il va cliquer sur les annonces, il a affaire à une publicité, ni plus ni moins. Et je crois que le français est comme ça, la publicité, il n'aime pas trop ça. Donc, il préfère aller rechercher le premier résultat en organique. Et c'est lui qui va drainer de toute façon la majorité des clics de la première page de Google. Ça, on le sait absolument. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'ads. Attention, SEO et SIA sont très, très complémentaires. Il peut être tout à fait utile de faire des ads. Par contre, quelquefois, travailler son SEO permet de limiter son budget aussi d'achat de publicité. Et d'avoir de travailler un petit peu différemment, plus sur la durée, avec des budgets qui vont être nettement supérieurs, parce que les ads, c'est aussi un peu il y a ce côté où une fois qu'on a commencé, on sait que si on s'arrête, on perd tout son trafic. Voilà. Le SEO, c'est pas ça. Quand vous faites un travail SEO sur une page, c'est quelque chose que vous allez conserver dans la durée. Donc les deux sont complémentaires, les deux doivent être réfléchis et pensés. Mais pas pour servir des objectifs, on va dire, qui vont être différents.